Dans cet épisode de Mythbuster, Il risque d'y avoir des briques partout. un tonneau rempli de briques et un mannequin malchanceux. Il faut qu'on se pousse là. Répondre à l'appel de la nature Waouh. C'est chaud. sur un rail électrifié. Les jambes sont presque pleines. C'est un vrai désastre. Et l'incroyable mystère de l'anguille et de la carte de crédit. L'anguille me regarde droit dans les yeux. Une décharge et vous tombez en arrière. C'est dégoûtant. Qui sont ces chasseurs de mythes? Il me manque un sourcil. Adam Savage J'adore voir Adam se faire mal. et Jamie Hanneman. J'adore les explosions. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Je me sens sexy. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Nous allons nous attaquer à la légende du tonneau de briques. C'est lorsqu'un type essaie de descendre des briques d'un toit, mais le tonneau est trop lourd, alors ça entraîne le type vers le haut et il se percute à mi-chemin. Ça lui fracture le crâne et la clavicule. Mais il continue jusqu'au-dessus, au point d'avoir la moitié du doigt coincé dans la poulie. Bien sûr, le tonneau explose en touchant le sol, ce qui annule le contrepoids. L'homme devient alors plus lourd que le tonneau. Le tonneau remonte, le type redescend et il se percute une nouvelle fois à mi-chemin. Et il paraît qu'une fois à terre, il lâche la corde et ce qui reste du tonneau lui retombe dessus. Mais il survit. Oui, On va voir ce que ça donne. oui, ça ne va pas être facile. Nous allons assister à un mélange de physique et de malchance. La victime tient la corde, le tonneau l'entraîne vers le haut. Le tonneau heurte le sol et déverse son contenu, ce qui fait retomber la victime qui lâche alors la corde et fait retomber le tonneau. Pour mettre ce mythe à l'épreuve, nos deux amis vont devoir construire un échafaudage de plus de 10 mètres de haut. Ils vont faire passer une corde dans une poulie installée au sommet, avec à un bout un tonneau chargé de 250 kg de briques et à l'autre bout, la victime. Arrête de me faire tourner, laisse-moi aller dans l'atelier. C'est une mission idéale pour Buster, le mannequin de Crash Test. Mais Jamie et Adam ont des courses importantes à faire. Tout d'abord, il leur faut une corde et une poulie assez solide pour supporter le poids prévu. C'est spécialement étudié pour les toits. Vous avez un tas de briques de 250 kg que vous voulez faire descendre en lui opposant la même force. Mais avec la corde, c'est un poids de 500 kg que vous allez imposer à la poulie. Voici une corde de manie plus traditionnelle, composée de fibres naturelles. Elle est un peu plus rêche pour les mains. Une corde de manille. Ça devrait convenir à la perfection pour ce mythe, qui n'en est peut-être pas un. Est-ce que ce mythe est connu dans la profession? Beaucoup de gens le connaissent? Oui, je crois. Je me souviens avoir entendu cette histoire une ou deux fois. C'est un peu une calamité. À la briqueterie, Kevin en a lui aussi entendu parler. Je crois que je l'ai lu dans un magazine professionnel. Ça devait être quelqu'un qui voulait toucher une pension d'accidenté du travail ou un truc comme ça. La réalité est souvent plus étrange que la fiction. Selon Heather Joseph Whitham, spécialiste des légendes urbaines, cette histoire apparaît régulièrement dans la presse. Les journaux parlent d'un rapport d'accident ou d'un ouvrier qui veut toucher une pension d'accidenté ou d'autres choses de ce genre. En passant à la forme écrite, l'histoire devient plus véridique. Elle ressemble un peu à l'une des aventures de Coyote. Il se cogne un peu partout, il multiplie les accidents. Pour une raison ou une autre, nous trouvons cela amusant ou intéressant. De retour à l'atelier, Adam et Jamie commencent les préparatifs pour leur expérience. Rien n'est laissé au hasard. Ils s'y prennent avec sérieux. C'est marrant. J'en ai toujours rêvé. Allez, on arrête. Buster s'est vu équipé d'une main à décrochage rapide qui lui permettra de lâcher la corde au moment voulu. Dans cette expérience, tout reposera sur le timing. On va voir ce qui se passe avec une chute de 2,50 m. D'accord, vas-y.
Le décrochage rapide ne se déclenche pas. Ce serait bien de régler tout ça avant qu'on ne se retrouve avec 250 kilos de briques à l'autre bout de la corde. Je crois que je sais comment réparer ça. On dirait que ça fait mal. Malheureusement pour Buster, le calvaire ne fait que commencer. Le décrochage rapide fonctionne à merveille. Ça va, mon pote? Le moment est venu de corser les choses d'environ 10 mètres. Jamie et Adam vont se servir de leur expérience dans l'univers des coulisses des théâtres pour construire un échafaudage. Tu sais à quoi ça sert? Est-ce que je vais bientôt me sentir très bête? C'est possible. C'est le plancher. Ils savent tous les deux quels sont les risques. Au-dessus de 3 mètres, on peut se casser quelque chose. Et là où on est, à 10 mètres, on peut facilement se tuer en tombant. La poulie est attachée à une barre transversale au sommet de l'échafaudage. Avec 250 kg dans le tonneau et le contrepoids à l'autre bout, l'ensemble devra supporter un poids de 500 kg. La poulie tire sur un point à l'arrière de l'échafaudage. Il y a une force incroyable qui ne repose en fait que sur 2 petits boulons qui maintiennent l'échafaudage debout. La solidité des tonneaux est également une source d'inquiétude. C'est peut-être la question la plus critique. Lorsque le tonneau tombe, il est censé se briser et laisser sortir les briques. Tu crois que c'est ce que feront les tonneaux? Personnellement, j'en doute. Je pense que ça marchera du premier coup. Ils vont s'éclater. Tu veux parier? Oh non, c'est reparti. J'ai $1. Voilà. On lâche quelques briques? Ouais. C'est parti. Le tonneau vide est hissé jusqu'à la poulie et rattaché au pare-choc du pick-up de Jamie. Je verrouille. La main de Buster est fixée à la corde et les choses dangereuses commencent. Le tonneau va être rempli de plus de 200 briques. Je veux que tout le monde garde un œil sur le tonneau et reste en dehors de sa trajectoire. Il y a pas mal de craquements là-haut. Notre tubulure principale se tord un peu. Si la torsion s'accentue, tout pourrait s'écrouler. Recule-moi un petit peu. Jamie a installé les dernières briques, mais ils ne savent pas combien de temps la barre résistera. La corde s'était tirée de presque 1,5 mètre et le tonneau est descendu à environ 6 mètres. Je ne suis même pas sûr que la poulie va rester sur la barre. Elle plie, il faut faire vite. 5, 4, 3, 2, 1... Le tonneau a tenu. Très bien, je te dois $1. Tiens. Malgré 250 kilos de briques et une chute de 10 mètres, le tonneau reste intact. Il était censé se briser, répandre les briques, remonter jusqu'à la poulie, puis retomber une fois la corde lâchée. Mais au lieu de cela, Buster est pendu dans les airs. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Le poids contenu dans le tonneau est largement suffisant pour soulever une personne. C'était très violent. Il a percuté le tonneau et ça l'a envoyé se balancer dans tous les sens. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le bon timing. Ce n'est pas qu'une question de timing. Il faut également renforcer le système en installant une seconde barre transversale pour mieux répartir le poids. On réessaie avec ce tonneau? Je ne suis pas sûr qu'il supporte encore 250 kilos. Jamie pense au contraire qu'il est encore assez solide. Il va même jusqu'à enlever quelques-uns des cerclages métalliques qui entourent le tonneau. Il ne croit pas que les briques sortiront si le socle se casse, parce que le tonneau a une forme comme ceci, et il pense que les briques resteront coincées. Mais je pense qu'il a complètement tort.
Ils sauront très vite lequel des deux a raison. Le tonneau est en place, prêt à s'écraser. 3, 2, 1... Fichu tonneau, il est encore intact. C'est quoi ce truc? Il est trop solide. Tu sais quoi? J'avais raison. Très bien, tu avais raison. Cette technologie vieille de 2000 ans les fait tourner en bourrique. Contrairement à ce qu'ils pensaient, le problème ne vient pas du socle, mais du pourtour. Je commence à croire que cette légende ne s'est jamais produite. Vu la forme du tonneau et les cerclages en acier, les briques semblent coincées à l'intérieur. L'atterrissage devrait être encore plus rude grâce à ce madrier installé au point de chute. Mais la confiance de Adam est elle aussi en chute libre. Je me suis trompé à chaque fois. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils ont enlevé tellement de cerclage qu'ils ne savent même pas si le tonneau va supporter le poids des briques. Adam, n'oublie pas que les briques peuvent voler dans tous les sens. Jusqu'ici, tout va bien. On a mis un madrier très coupant sous le tonneau. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Ça va nous démolir le tonneau. 5, 4, 3, 2... C'était parfait. C'était marrant, très cool. C'est monté, descendu, remonté, redescendu. Buster s'est fait massacrer du début à la fin, c'était horrible. Grâce à la planche de bois, ils ont finalement réussi à casser le tonneau. Mais concernant le mythe, que peut-on en conclure? Si vous étiez assez bête pour remplir un tonneau dont la solidité a été affaiblie, je dirais que cet enchaînement d'événements est tout à fait possible. Je crois que le simple fait que nous soyons parvenus à un tel résultat prouve que c'est parfaitement envisageable. Envisageable, mais faux. Cette histoire apparaît pour la première fois dans un recueil de blagues datant de 1918. Il semblerait donc qu'une plaisanterie soit à l'origine de tout cela. Une blague, peut-être. Mais Adam et Jamie ont prouvé que le mythe du tonneau de briques est réalisable. Et si la première fois est déjà amusante, la seconde devrait être hilarante. Assieds-toi, mon pote. Ton avenir est sombre. 3, 2, 1... Buster n'a pas résisté. Il était conçu pour tester les accidents de voiture, assis sur un siège avec une ceinture de sécurité. Mais percuter un tonneau sans protection, c'était trop. On a cassé le mannequin. C'est un grand jour. Il est tard, vous avez bu plusieurs verres, aucun passage de train n'est prévu et vous ressentez un appel pressant de la nature. Que pourrait-il vous arriver? Où sommes-nous? Nous sommes au musée du chemin de fer de San Francisco et nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on urine sur un rail électrifié. C'est lorsqu'un type se retrouve tard le soir près d'une voie ferrée, qu'il urine sur le rail d'alimentation et qu'il meurt électrocuté? C'est bien ça. Quelques réseaux de métro sont alimentés par un rail électrifié sur la voie. Une plaque d'acier glisse sur ce troisième rail et forme un arc électrique au passage du courant. Le réseau du métro new-yorkais compte plus d'1 millier de kilomètres de voies électrifiées. Rob Lobenstein a déjà entendu parler d'un grand nombre de rapports d'électrocution accidentelle. Dès votre premier jour d'embauche, ils vous donnent toutes les consignes de sécurité et c'est la première chose qu'ils vous disent de ne pas faire. Après 34 ans dans le métier, Rob a toujours peur qu'un jet d'urine devienne conducteur électrique.
Tu veux uriner là-dessus, Jamie? Sans façon. Tu veux tenter ta chance? Pour mettre ce mythe à l'épreuve, il va falloir fabriquer un mannequin possédant les mêmes propriétés électriques que le corps humain. Il faudra trouver un système pour le faire uriner, électrifier un rail et tester la conductibilité de l'urine. Adam et Jamie ont donc besoin d'un mannequin pouvant répondre aux appels de la nature. Ils vont commencer par un squelette. Il est très bien. Au cours d'une expérience précédente, ils ont déjà enveloppé un squelette de gel balistique utilisé pour tester les tirs de balles. Ils pensent que cela pourrait peut-être marcher aujourd'hui. Ce gel a presque la même résistance électrique que le corps humain. Il ne leur reste qu'à lui donner la forme voulue. On utilise le vacuforme, un plastique thermoformé, pour plein de trucs dans notre atelier. On va le découper. On s'en sert pour fabriquer les prototypes de nos jouets ou de nos inventions. C'est le même genre de plastique que celui utilisé pour les bouteilles d'eau. Ils vont mouler l'avant et l'arrière du mannequin, puis assembler les deux parties. Normalement, ils le feraient à l'aide de colle, mais Adam a eu une idée de génie. Il pense qu'il serait plus rapide d'utiliser de l'adhésif. Il a l'air en forme. J'ai toujours voulu posséder un mannequin transparent à ma taille. Quand Adam veut travailler trop rapidement, il lui arrive parfois de faire une erreur, parce qu'il ne réfléchit pas assez avant d'agir. Il faut maintenant remplir les jambes de gel, la matière cruciale de l'expérience. Grâce au gel, elles auront les mêmes propriétés électriques que des jambes humaines. Le gel est fabriqué à l'aide de produits d'origine animale, comme des sabots de vache que l'on fait bouillir. C'est dégoûtant. Stop. Stop. L'adhésif de Adam ne tient pas. Zut. Ça fuit de partout. Tu n'as rien collé du tout. Non, rien du tout. Adam, Oui. arrête de jouer, finissons-en. Ça donne un son formidable. Voilà. Tu as vu, ça se remplit. Pas pour longtemps. Maintenant, ce sont les deux pieds qui fuient. Allez. Encore un peu. Si on arrive à le mettre dans la glace assez rapidement, ce sera bon. Le gel balistique durcit à basse température, mais ils n'ont que 4 sacs de glace. Je crois que tu t'es fait. Voilà, c'était rapide. Il y a un robinet sur cette poubelle? Non. C'est la Bérésina. Un désastre complet. Non, les jambes sont presque pleines. C'est un désastre. Déjà, au départ, l'adhésif ne tenait pas. Et en plus, la gélatine a un effet annihilant sur l'adhésif et le rend inutilisable. Il s'est un peu précipité. Il faut que le travail soit fait. Et d'habitude, ça roule. Mais ce coup-ci, ce qu'il faut, c'est nous dépêcher. Mais pas bâcler. Enfin, une bonne nouvelle. L'arrivée de nouveaux sacs de glace va permettre de terminer le travail sur les jambes. Il y a un truc qui m'inquiète depuis le début. J'ai peur que l'urine ne soit pas un aussi bon conducteur que ça. On ne sait pas vraiment, mais j'ai du mal à imaginer que le courant passe aussi bien qu'avec un câble. Le sale travail commence. C'est chaud. Notre but est de voir combien de courant peut passer par un jet d'urine d'environ 6 mm et demi de diamètre, et si cela peut suffire à vous tuer. Adam et Jamie savent que ce n'est pas le nombre de volts reçus qui compte, mais plutôt le flux total d'électricité qui vous traverse le corps et qu'on appelle le courant.
Pour calculer le courant nécessaire pour tuer une victime du rail électrifié, ils ont besoin de connaître deux autres facteurs. Tout d'abord, ils doivent trouver la résistance électrique de l'urine. Ça fait environ 10 000 ohms, comme on s'y attendait. Ils savent également que le métro fonctionne sur environ 650 volts. La norme d'une prise électrique standard est de 220 volts. Pour obtenir 650 volts, ils vont utiliser le transformateur d'un néon. Si vous dirigez un flot d'urine très puissant vers le plafond, sur une lampe à néon, ça donnerait certainement le même résultat que si vous uriniez sur un rail d'alimentation. Une formule électrique très célèbre, qu'on appelle la loi d'Ohm, dit que le courant est égal à la tension divisée par la résistance. 650 volts qui passent par un jet d'urine ayant une résistance de 10 000 ohms donnent un courant de 65 mA. 30 mA suffisent à paralyser votre respiration. 65 peuvent entraîner une attaque cardiaque. Cette partie du mythe est donc véridique. La conductibilité de l'urine est potentiellement mortelle. Dans le premier test qui va suivre, le courant va passer dans un tube rempli de l'urine de Adam et relié au gel balistique pour voir si cela suffit à générer 65 mA. On va cuisiner au gaz. Je crois qu'on devrait entendre un petit clic si ça marche. Je le branche. Et voilà. C'est fantastique. On a fait un truc qui marche, ça nous change. Le mannequin est construit et les tests d'urine sont concluants. Il ne manque plus que la vessie bionique. Dans cette émission, nous sommes prêts à tout pour faire avancer la science. Voici 250 ml d'urine. Ça m'a pris environ 18 secondes et demie. C'est exactement ce qu'on va essayer de reproduire avec notre rail factice. C'est parti. Et on y va. 5 secondes, 10 secondes, 19 secondes, c'est parfait. C'est un grand soulagement, mais Adam a encore des problèmes de vessie. C'est une question de pression, je crois. Oui. Personnellement, je ne fais pas confiance à la seule gravité. Il faut de la pression. Donc, il faut trouver comment ajouter de la pression à notre système. Quel meilleur moyen utiliser pour pressuriser une vessie factice qu'un coussin péteur? Oui, ça donne de la pression. Comble du bonheur, c'est exactement la bonne taille. Mais ce n'est que la moitié de l'équipement. Si le jet est trop petit et trop mince, avec la tension, ça va donner plein de gouttelettes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ce soit criant de vérité. Tu as dû le remplir. Ouais. Tu es prêt? Oui. Le pipi commence. Oui. Pour moi, c'est un jet tout à fait convaincant. Oui. Ça envoie de l'urine partout. Ça semble bien, mais à quel point est-ce proche de la réalité? Il leur faut un point de comparaison. Involontaire? Une fois de plus, Adam se voit forcé de sacrifier sa vessie et sa dignité à l'autel de la science. Dans Mythbuster, nous sommes prêts à baisser le froc pour vous. Ces images inoubliables vont être immortalisées par une caméra grande vitesse. Je crois que j'ai 100 ml en réserve. Tu es prêt? On y va. Ce n'est pas notre mannequin qu'on est en train de filmer? Non, c'est un autre mannequin bien plus vivant. Et voilà. L'expérience est concluante. Enfin, une fuite dont Adam peut être satisfait. Tout va bien. On comprend ce qui se passe quand les choses marchent ou ne marchent pas. Et on obtient de très bons résultats. Je m'amuse comme un petit fou, même si c'est un peu dégoûtant. On y va. Très bien. Où est la bouteille de pipi? J'ai une envie pressante. Je dois pouvoir me retenir jusqu'à ce qu'on arrive. Wow.
Les chasseurs de mythes sont prêts à affronter le troisième rail. C'est au musée du chemin de fer de San Francisco que Jamie et Adam ont choisi de mettre à l'épreuve la légende du type qui trouve une mort horrible en se soulageant sur un rail électrifié. D'habitude, quand on entend cette histoire, le type a un nom. Joseph Patrick O'Malley. Impossible de trouver un nom qui sonne plus irlandais. Je pense que c'est en grande partie une légende stéréotypée qui a aidé à promouvoir l'image de l'Irlandais ivrogne et abruti. O'Malley va vivre un sacré quart d'heure. Ses propriétés électriques sont les mêmes que celles du corps humain. Il va être relié à un interrupteur électrique. Si la légende est fondée, le courant qui montera depuis le rail par le biais de son jet d'urine mettra l'interrupteur en marche, ce qui aura pour effet de le faire basculer en arrière. Le courant ressortira alors par ses pieds. Comme il n'y a pas de rail électrifié, ils en construisent un eux-mêmes. Ils relient un rail à un transformateur de 650 volts. Maintenant que tout est en place, une question primordiale reste à régler. Parfait. La visée, ça donne quoi? Ça m'a l'air très bien. Je pense que ça tombera pile où il faut. Il est magnifique. J'aimerais bien avoir le même chez moi. Ça sentirait mauvais au bout de quelques jours. Oui, j'ai déjà eu ce problème. Est-ce que la vessie est prête à entrer en action? Oui, on a tout réglé comme on pense que cela se passerait en réalité, si quelqu'un se retrouvait dans cette situation. Il fait beau, le sol est sec, le sujet porte des chaussures normales, à semelle de caoutchouc, il fait pipi sur un rail, il n'y a aucun câble autour de lui. On va électrifier le rail et voir ce qui lui arrive. Jamie et Adam se tiendront sur un tapis en caoutchouc pour se protéger du courant. Quant à O'Malley, il doit regretter d'en être arrivé là. L'interrupteur électrique est comme un cœur humain. S'il se déclenche, O'Malley est un homme mort. Branche le rail. Rail branché. 3, 2, 1... Il ne se passe rien. L'interrupteur ne s'enclenche pas. O'Malley a encore son avenir devant lui. Mais Adam ne se décourage pas. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il a des semelles en caoutchouc et le sol est sec. Dans ces conditions, il est impossible que 600 petits volts passent par ses chaussures. Mais l'expérience n'est pas terminée. Peut-être qu'il pleuvait ce soir-là et que ses chaussures étaient mouillées. Cela permettrait peut-être de terminer le circuit jusqu'à la terre. Je recharge la vessie. Rail branché. C'est électrifié, on y va. Rien. Rien du tout. Zut. Il n'est pas normal. Je débranche le rail. Ça ne marche pas avec les chaussures sèches, ni avec le sol et les chaussures mouillées. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? La dernière solution, c'est d'enlever ses chaussures et de supposer qu'il était pieds nus. Et d'une... Et de deux. Il erre près des voies ferrées en plein milieu de la nuit pour faire pipi, et pieds nus. Ok, c'est bon? Rail branché. Ok, on y va. Non. Aucune connexion. Jamie et Adam commencent à penser que le problème ne se trouve pas au niveau des pieds, mais du jet d'urine. Peut-être n'est-il pas conducteur pour le courant. On dirait que ça ne forme pas un jet continu. Ouais. Mais tout d'un coup, ils se rendent compte d'un problème bien plus dangereux. C'est quoi ce bruit? Le sol trempé sous leur tapis fourmille d'électricité. Ouais. Éteins-le. Ça prouve ce que l'on savait déjà, que l'urine est un excellent conducteur et que le jet d'urine n'était certainement pas continu, parce que sinon, ça aurait activé l'interrupteur, non? On devrait le voir sur la caméra grande vitesse.
En effet, lorsque l'urine atteint le rail, le jet s'est divisé en petites gouttes. Or, il faut un jet continu pour que le courant passe. Mais la solution est déjà toute trouvée. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer un plus gros jet d'urine. Ça permettra peut-être une connexion continue avec le sol. On a commencé avec ceci, et voilà son successeur. Ça pourrait bien être le plus beau jour de la vie de O'Malley, ou le pire. Mais il ne serait pas prudent de remettre le courant avant que le sol n'ait un peu séché. Pendant l'attente, il pense à un autre mythe ferroviaire qu'il serait intéressant de vérifier. Il paraît qu'on peut faire dérailler un train en posant simplement une pièce de monnaie sur la voie. On nous a gentiment donné la permission d'utiliser une locomotive. Ils ne doivent pas penser qu'on réussira à la faire dérailler. Tout à fait d'accord. Oh yeah! Regarde-moi ça, elles sont brûlantes. Ce mythe n'a vraiment pas tenu le choc. Rob, le conducteur, n'en est vraiment pas surpris. Rob, tu penses qu'une pièce de monnaie peut faire dérailler un train? Jamais de la vie. À moins qu'elle ne soit enfoncée dans l'œil du conducteur. Excellent. Jamie et Adam espèrent que la chance va enfin tourner. C'est leur dernier espoir de prouver que le mythe du rail électrifié est plausible. On a choisi un jet d'urine plus chevalin. Pachydermique même. J'espère qu'on aura un jet continu. J'aimerais beaucoup que ça marche et que le mannequin tombe. Mais honnêtement, je ne crois pas que ça va marcher. Le sol a suffisamment séché pour reprendre l'expérience sans danger. Même s'il est douteux d'un point de vue anatomique, le nouveau jet sera plus consistant. Il décide de donner un second petit coup de pouce au mythe en rapprochant le rail. J'aime bien m'accrocher à la cible de mon pipi. La vessie est pleine, le rail est prêt, les branchements sont bons. On peut commencer l'essai qui se déroulera de près. Je branche. Ok. Si toute cette mise en scène ne permet pas de terminer le circuit, d'enclencher l'interrupteur et de tuer O'Malley, le mythe sera bon pour les oubliettes. Ok. 3, 2, 1. Ça a marché. Oui, à 15 cm du rail. Et ça prouve qu'il ne faut pas s'accrocher des deux mains au rail d'alimentation pendant qu'on fait pipi à 8 cm. Oh man! Attendez, j'ai une petite envie. Ça va être coupé au montage. C'était compliqué, mais ils ont tout de même réussi à faire passer du courant en provenance d'un rail électrifié le long d'un jet d'urine avec des résultats mortels. Après toutes ces expériences, tu crois qu'il est possible de s'électrocuter en urinant sur un rail d'alimentation? Peut-être, si les conditions sont réunies. Il pleut, le sol et les chaussures sont mouillés, ou bien le type est pieds nus, c'est possible. Mais il n'existe aucun cas connu de décès de ce genre dans le métro new-yorkais. Vu que le jet s'est désagrégé à chaque fois qu'on a filmé, il ne semble pas possible d'établir une connexion continue. Je dirais que le mythe tombe à l'eau. J'essaierai quand même pas d'uriner sur un rail d'alimentation. « 2 millions de poissons morts, une carte de crédit démagnétisée, plus de baffes que dans tout SOS Fantôme. Jamie et Adam s'attaquent à un mythe des plus fuyants. Il faut le voir pour le croire. Mon Dieu! Imaginez le portefeuille que vous pourriez fabriquer avec celui-là. Voici notre légende.
En 1986, on a commencé à entendre dire qu'il y avait des problèmes avec les cartes de crédit à cause de portefeuilles en peau d'anguille. La rumeur disait que ces portefeuilles étaient fabriqués à partir d'anguilles électriques et que le courant électromagnétique interférait avec les cartes de crédit. Des portefeuilles en peau d'anguille qui effacent des cartes de crédit. Voilà un mythe bien douteux. Jamie et Adam commencent par une visite à l'aquarium. John McCusker est le grand spécialiste des anguilles. L'aquarium Steinhardt de San Francisco en conserve de nombreux spécimens. On m'a déjà appelé à propos des portefeuilles en peau d'anguille. Il se trouve qu'une personne qui en possédait un a eu plusieurs fois ce problème. Elle m'a donc demandé si ça venait bien d'une anguille électrique. Très vite, le mythe de l'anguille apparaît au grand jour et touche le public sur tout le territoire américain. Les anguilles électriques sont très dangereuses. C'en est une, là? Oui, elles génèrent entre 400 et 500 volts. Ça a de quoi vous assommer. En fait, tous les animaux et tous les poissons émettent une décharge électrique lorsqu'ils mettent leurs muscles en mouvement. Mais chez les anguilles, les muscles sont si concentrés que l'électricité s'accumule pour former une très grosse décharge qu'elles peuvent relâcher d'un seul coup. Ça leur permet d'assommer tout ce qui se trouve autour d'elles dans l'eau, puis de l'avaler. Jamie et Adam savent que l'électricité peut créer un champ magnétique. Mais le cuir d'une anguille morte ne peut certainement pas contenir une charge. Leur mission est de prouver une bonne fois pour toutes que ce mythe ne tient pas debout. Ils commencent par fabriquer quelques fausses cartes de crédit grâce à un graveur magnétique. La bande noire des cartes est faite de particules magnétiques d'une taille de quelques microns. Elles contiennent des informations enregistrées à la manière d'une cassette audio. Elles contiennent toutes les mêmes informations et elles sont prêtes à subir tous les tourments imaginables pour voir si on peut les effacer. On commence par quoi? On va mettre des cartes dans des portefeuilles et voir ce qui va se passer. On les y laissera quelque temps et on en constatera les effets. On dirait que ce mythe est assez répandu. Il a été prouvé que la peau d'anguille est un cuir naturel qui n'a aucun effet sur les bandes magnétiques des cartes de crédit. Ils en jugeront par eux-mêmes. Tout d'abord, que se passe-t-il après un contact de quelques secondes? On les glisse dans la fente pour voir ce qui se passe? Oui. Voilà, toutes les données sont là. Rien de surprenant. Peut-être faut-il davantage d'usure. Tiens. Ça n'a absolument aucun effet. On va les laisser 24 heures et on verra ce qui se passe après ce délai. Il y a une autre théorie. Pendant le tannage, des résidus pourraient s'incruster sur le portefeuille. Ça donnerait une petite charge électrique qui pourrait démagnétiser la carte. Un objet comme celui-ci peut avoir des particules de fer dont le cuir s'est imprégné. Si c'est possible, on doit pouvoir faire le test. C'est plus fort que moi. Il faut que je le fasse. On dirait de mauvais effets spéciaux à la télé, mais ça se passe dans mon micro-ondes. Le micro-ondes a noirci les parties métalliques du disque. Si le tannage a laissé des particules métalliques sur le portefeuille, le résultat devrait être le même. Normalement, on devrait voir des étincelles, non? Normalement, oui. Tu crois que c'est chaud? Peut-être que ça chauffe un peu. Pas d'étincelles, pas de métal. Il faut trouver une autre explication. C'est chaud. T'en penses quoi? Il y a un facteur commun à tout cela. On n'arrête pas de le sortir de sa poche, ça crée une charge statique. C'est peut-être ça qui reste sur le portefeuille et qui dérègle les cartes de crédit. C'est un facteur commun à toutes ces histoires. Adam réussira-t-il à générer assez d'électricité statique pour effacer les données d'une carte de crédit? La charge est emmagasinée dans ce condensateur. Ok, je génère un tout petit peu d'électricité statique, comme ça. Les sous-vêtements en nylon feront peut-être l'affaire.
Voyons ce que ça donne. Ça marche encore. Ils ne parviennent pas à entamer le mythe, mais peut-être est-il fondé sur une erreur. Donc ces portefeuilles ne sont pas du tout faits en peau d'anguille, c'est ça? Pas en anguille électrique, ni en murène ou ce genre d'anguille. En fait, ils sont fabriqués à partir d'un poisson tout à fait dégoûtant, la myxine, qui est une sorte d'anguille visqueuse. En voici une. Il faut être un peu bizarre pour les aimer. Un jour, on ne sait comment, un pêcheur a découvert que cette peau faisait du très bon cuir. Quand je vois ça, je ne pense pas à un portefeuille. C'est le jour de chance de Jamie et de Adam. L'aquarium abrite des myxines en chair et en arête. On dirait de la morve au fond de la cuve. Regarde-moi ça! Tu as vu ça? On dirait la momie. C'est génial, non? Je préférerais plonger mes mains dans du formaldéhyde que dans un aquarium de myxine. La matière visqueuse lui sert de défense dans la nature, mais on dirait que ça marche aussi très bien en captivité. C'est dégoûtant. C'est vraiment spectaculaire. Je l'ai. Et voilà. Ça glisse, je vous avais prévenu. Maintenant, je sais. Le mythe leur résiste toujours. Ils n'ont rien pu tirer des anguilles visqueuses. Enfin, façon de parler. Comment faut-il s'y prendre pour effacer les données d'une carte de crédit? Jamie et Adam se jurent de percer le mystère. En frottant comme ceci, ça devrait créer un champ magnétique. Oui. Tu vois? On essaie de la lire? Aucun problème. Je suis surpris par la robustesse de ces cartes. Moi aussi. J'aurais parié que ce truc-là allait marcher. On va laisser celle-là pendant 24 heures avec les autres peaux d'anguille. Il existe une théorie selon laquelle on peut démagnétiser deux cartes de crédit en les frottant l'une contre l'autre. Celle-ci est OK. Et l'autre aussi. Les frotter l'une contre l'autre n'a aucun effet. Jamie et Adam ne savent plus comment s'y prendre pour effacer leurs cartes. Ils ont construit un électroaimant pour trouver la mesure exacte du magnétisme qu'il faut pour le faire. Ne bouge plus. En variant l'intensité électrique, ils peuvent contrôler la puissance du champ magnétique. Ça fait environ 8 volts. Ça, c'est de l'aimant. La puissance magnétique se mesure en Gauss. Ça mesure aussi la coercivité, je crois. Et tout ça grâce à ce magnifique petit appareil. Le champ magnétique terrestre est d'environ 1 Gauss. Leur expérience se situera bien au-delà de ce chiffre. Ça fait 650 Gauss. 1000. Très bien. Voyons ça. La carte numéro 1, OK. On monte à 700 Gauss? Oui. Ils vont augmenter l'intensité du champ magnétique jusqu'à obtenir un résultat. Très bien. 800 Gauss? Tu es fou! Non. Il semblerait qu'ils ont sous-estimé la résistance des cartes de crédit. Ils vont devoir mettre les Gauss. OK, 1600 Gauss. Quelque chose me dit qu'il ne va rien se passer. C'est bon. Maintenant, fais passer la carte à environ 5 mm de la surface de l'aimant. Voyons le résultat. Hey! Il y a erreur de lecture! Erreur de lecture! Le truc était simplement de frotter la carte. En la faisant bouger dans le champ magnétique, les petites particules de la bande noire sortent de leur alignement. 1000 Gauss. La carte numéro 4 est morte. Elle est HS. Je dirais que le point d'échec régulier se trouve aux environs de 1000 Gauss. Mais un portefeuille est très loin de générer une telle puissance magnétique. Existe-t-il une autre solution pour étayer le mythe? Avec le portable en marche, je n'ai pas dépassé les 30 Gauss. Non, rien.
Le haut-parleur donne environ 70 Gauss. Mais rien qui ne se rapproche de 1000 Gauss. Il a une fermeture métallique? Même après 24 heures d'exposition, il est difficile de croire qu'un portefeuille puisse générer un tel champ magnétique. Ça va, toutes les données sont là. J'essaie celle-ci. Non, toutes les données sont là. Aucun effet négatif. Essayons le clip à billets qui possède des aimants. Non, tout est là. Très bien, Jamie. Après 24 heures dans des portefeuilles en peau d'anguille, les cartes n'ont subi aucun effet. Le mythe du portefeuille en peau d'anguille tombe donc à l'eau. Mais il reste encore un défi à relever. John, est-ce qu'on peut rendre visite à une anguille électrique vivante? Oui, une qui est affamée et qui accumule sa décharge rien que pour vous. Il y a eu plusieurs cas d'arrêt maladie à cause d'anguilles électriques. Des employés qui les nourrissaient se sont pris une décharge électrique. Le choc les a fait tomber et ils se sont cognés la tête. Mais on peut voir que ça fait aussi très mal à l'anguille. Elle grimace à cause de la décharge. Il y a assez de courant électrique dans cet aquarium pour mettre un cheval KO. On va plonger cette carte dans l'aquarium avec l'anguille électrique. On la relie au gaussmètre. Comme ça, on pourra connaître l'intensité de la décharge. L'anguille me regarde droit dans les yeux. Ça donne quelque chose? Non, juste de toutes petites variations, presque rien. Elle s'agite. Elle vient de mordre la carte. Tu n'as pas vu d'étincelle? Non, j'ai pas vu d'étincelle. Et Dieu merci, je n'ai rien senti. Elle repasse devant. Elle a l'air déconcertée. Tu n'as toujours rien? Rien du tout. Peut-être un Gauss. Un Gauss? Ce n'est rien. Même toi, tu en génères plus. Oui, rien qu'en marchant dans la pièce. Elle se repose au fond de l'aquarium. À mon avis, elle boude. Si les gens croient qu'un portefeuille en peau d'anguille peut effacer une carte, on vient de prouver qu'il n'en est rien. En plongeant une carte dans un aquarium avec une anguille électrique. C'est l'expérience la plus probante qu'on puisse imaginer. Le mythe est à l'eau. Toutes les données sont encore là. Elle n'est pas démagnétisée du tout. C'est à l'eau. Tout à fait d'accord.